je veux m'arrêter avec vous pour réfléchir à quelque chose que, selon moi, la plupart des gens passent complètement à côté. Tout le monde parle du blocus. Tout le monde parle du deuxième cycle de pourparlers. Tout le monde surveille les navires dans le détroit d'Ormuz et tout cela compte. Mais il y a une histoire plus profonde sous tout cela, une histoire que je n'ai vu personne expliquer clairement. Cette histoire concerne la Chine, pas l'Iran, pas l'Amérique. La Chine, voici ce que je veux examiner. Je veux commencer par ce qu'était réellement le cessez-le-feu lorsqu'il a été annoncé le 8 avril. Ensuite, je veux montrer comment il s'est discrètement transformé en quelque chose de complètement différent au cours des 6 derniers jours. Puis je veux montrer pourquoi la Chine est au centre absolu de ce que cette situation est en train de devenir. Parce qu'une fois que la position de la Chine devient claire, tout le reste, le blocus, l'échec des pourparlers, le deuxième cycle en préparation, Lavrov à Pékin, les prix du pétrole, tout cela prend soudainement un sens que cela n'avait pas auparavant. Commençons par le 8 avril, lorsque le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a annoncé le cessez-le-feu le 8 avril, le monde a soufflé. 40 jours de guerre. Des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Des missiles iraniens frappant 9 pays dans les premières 24 heures. Le détroit d'Ormuz fermé à 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole, puis un cessez-le-feu, 2 semaines de médiation par le Pakistan. Les deux camps acceptant une pause, cela ressemblait à un répit. Cela donnait l'impression que le pire était passé. Mais voici ce que je veux vous faire remarquer. Dès les toutes premières heures du cessez-le-feu, quelque chose n'allait pas. Israël a dit que le Liban n'était pas inclus. L'Iran a dit qu'il l'était. Trump a dit que le cessez-le-feu tenait. L'Iran a dit que le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas tant que ces conditions ne seraient pas remplies. J.D. Vance a parlé d'une trêve fragile, pas d'un cessez-le-feu. Une trêve fragile quelques heures seulement après son annonce. Donc ce qui a été annoncé comme un cessez-le-feu était déjà deux choses différentes pour les deux camps qu'il avait accepté. L'Amérique pensait avoir acheté une pause pour négocier. L'Iran pensait avoir créé une fenêtre pour se réorganiser. Cette distinction est extrêmement importante parce que ces deux lectures différentes du même accord sont exactement ce qui a entraîné tout ce qui s'est produit ensuite. Et bien sûr, dans le théâtre politique de Trump, même un cessez-le-feu peut arriver déjà fissuré et être quand même vendu comme un chef-d'œuvre. Les pourparlers d'Islamabad, les 11 et 12 avril, ont duré 20 et 1 heure, le plus long échange direct entre l'Amérique et l'Iran depuis 1979. Ils ont échoué non pas parce que les deux camps étaient éloignés sur tout. L'analyse du CSIS et les informations provenant de l'intérieur des pourparlers suggèrent toutes deux que les deux parties étaient en réalité plus proches que beaucoup ne l'imaginaient sur certains dossiers. Mais les discussions ont échoué sur 2 points sur lesquels aucun camp ne pouvait céder: l'enrichissement nucléaire et la confiance. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a dit quelque chose après les pourparlers qui, selon moi, est la phrase la plus importante prononcée dans toute cette guerre. Il a dit que la partie américaine avait finalement échoué à gagner la confiance de la délégation iranienne. Pas échoué à faire la bonne offre, échoué à gagner la confiance. L'Iran a été bombardé 2 fois au milieu de négociations au cours de la dernière année, une fois en juin 2025 et une fois le 28 février 2026, lorsque la guerre a réellement commencé, quand l'Amérique et Israël ont lancé des frappes, alors que l'Iran était encore techniquement engagé dans un processus diplomatique. Donc lorsque l'Iran s'est assis à Islamabad, il ne négociait pas dans une position de confiance envers la parole américaine, il négociait à partir d'une méfiance institutionnelle profonde. Et Vance est parti après 20 et 1 heure en disant qu'ils avaient présenté leur meilleure offre finale. De l'extérieur, les responsables pakistanais qui avaient organisé tout le sommet ont dit que cela avait semblé abrupt, choquant, comme si la partie américaine avait choisi de partir avant que la conversation soit terminée. C'était le 12 avril. Le lendemain matin, le 13 avril, à 10 heures, heure de l'Est, le blocus naval américain des ports iraniens est entré en vigueur.
Donc soyons précis sur ce que cette séquence signifie. Les pourparlers ont échoué le samedi matin. Le blocus a été annoncé le dimanche. Le blocus est entré en vigueur le lundi. Cela fait 48 heures entre l'échec diplomatique et l'escalade navale. Le cessez-le-feu, qui devait créer un espace pour la négociation, s'était transformé en moins d'une semaine en confrontation navale. Seulement dans le Washington de Trump, nous donnons une chance à la diplomatie peut signifier mettre la marine en alerte avant même que l'encre soit sèche. Et c'est ici que la Chine entre pleinement dans l'histoire. Bloomberg a publié un article le 14 avril avec un titre qui, selon moi, traverse tout le reste de ce qui s'écrit sur ce conflit. Le blocus d'Ormuz concerne autant la Chine que l'Iran. Laissez-moi reprendre la ligne clé. Le marché noir du pétrole iranien n'existerait pas sans la Chine. Avant le début de la guerre, Pékin achetait 95% de tout le brut expédié par Téhéran. 95% à travers un réseau de pétroliers sanctionnés, de négociants de l'ombre et d'arrangements financiers opaques payés en yuan chinois par le propre système de paiement de la Chine, en contournant entièrement le dollar américain. Cela signifie que le blocus de Trump ne cherche pas seulement à couper les revenus pétroliers de l'Iran. Il cherche à couper l'accès de la Chine au pétrole iranien bon marché. Il cherche à forcer la Chine à choisir, soit faire pression sur l'Iran pour conclure un accord, soit regarder l'Amérique étrangler l'approvisionnement pétrolier dont dépendent les raffineries chinoises. Voilà la vraie logique stratégique du blocus. Pas seulement punir l'Iran. Utiliser l'Iran comme levier contre la Chine. Et la Chine comprend cela parfaitement. Voici ce que la Chine a fait au cours des 6 derniers jours, et je veux que vous voyez cela comme une séquence connectée, pas comme des événements séparés. La Chine a poussé l'Iran à accepter le cessez-le-feu négocié par le Pakistan le 8 avril. Cela est confirmé par The New York Times, qui cite 3 sources iraniennes internes, et par Trump lui-même, qui a dit à l'AFP que la Chine avait aidé à amener l'Iran à la table. Donc la Chine a aidé à créer le cessez-le-feu. Première étape. En même temps, CNN a rapporté le 11 avril, le jour où les pourparlers d'Islamabad ont commencé, que les renseignements américains indiquaient que la Chine se préparait à livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran, précisément des systèmes de missiles antiaériens portatifs connus sous le nom de Manpads, en les faisant transiter par des pays tiers pour masquer leur origine. Ce sont les mêmes systèmes qui ont représenté une menace pour les avions américains volant à basse altitude pendant les 5 semaines de guerre. La Chine se présente publiquement comme médiatrice de paix et prépare en privé des transferts d'armes en même temps. Deuxième étape, le 13 avril, le jour où le blocus est entré en vigueur, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le blocus de dangereux et irresponsable. Ce sont ses mots exacts. La compagnie maritime publique chinoise COSCO avait déjà des navires dans la région et un pétrolier chinois sanctionné par les États-Unis, appelé le Rich Star Prey, a traversé le détroit d'Ormuz le 14 avril, malgré l'entrée en vigueur du blocus. Il est passé, la marine américaine l'a regardé passer et n'a rien fait. Troisième étape. Apparemment, blocus total signifie maintenant blocus total, sauf si le navire continue d'avancer et que personne ne veut payer la facture diplomatique. Le 14 avril, Sergei Lavrov s'est envolé pour Pékin, où il a été accueilli avec un tapis rouge. 2 jours après le début du blocus, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé qu'il discuterait de la situation au Moyen-Orient et coordonnerait leur position. Séparément, Xi Jinping a présenté 4 propositions pour la paix au Moyen-Orient, appelant le monde à ne pas revenir à la loi de la jungle. 4e étape. Maintenant, regardons cette séquence dans son ensemble. La Chine aide à négocier le cessez-le-feu. La Chine prépare des armes pour l'Iran pendant le cessez-le-feu. La Chine condamne publiquement le blocus. Un navire chinois traverse le blocus et la Chine accueille la Russie pour coordonner leur réponse, tout cela en 6 jours. Ce n'est pas un pays assis sur les lignes de côté. C'est un pays qui mène 3 pistes simultanément, pacificateur public, fournisseur d'armes privées et coordinateur stratégique avec la Russie, tout cela en même temps. L'Amérique se retrouve dans une position réellement difficile à cause de cela. Trump a menacé la Chine de droits de douane de 50% si elle transfère des armes à l'Iran.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les informations sur les armes de complètement fabriquées. Trump doit se rendre à Pékin pour un sommet avec Xi Jinping les 14 et 15 mai, dans un mois. L'Amérique ne peut pas se permettre de faire exploser cette rencontre. La Chine le sait. Cette contrainte sur l'action américaine fait partie du calcul chinois. Trump adore, peut être lancé des menaces tarifaires comme des confettis dans un rassemblement, mais Pékin semble avoir remarqué que les confettis n'arrêtent ni les navires, ni les missiles, ni les contrats pétroliers. L'analyse de CNBC, citant une professeure de l'université technologique de Nanyang à Singapour, l'a formulée précisément. Elle a dit que l'objectif de la Chine est de se positionner comme une amie durable de l'Iran tout en restant extérieurement neutre afin de maintenir une dénégation plausible après la fin de la guerre. Voilà la stratégie en une phrase: aider l'Iran à survivre, tout nier, rester à la table avec l'Amérique et sortir de cette guerre avec des relations intactes de tous les côtés. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi cela rend la phase actuelle la plus dangereuse jusqu'ici. Pendant les 40 premiers jours de la guerre, le danger était militaire. Missiles, drones, frappes, contre-frappes. Ce danger avait une logique. Les deux camps frappaient surtout des cibles militaires. L'escalade avait une forme que l'on pouvait comprendre. Ce qui se passe maintenant est plus difficile à gérer, parce que le cessez-le-feu a créé une pause dans les combats, mais pas une pause dans le conflit sous-jacent. L'analyse du CSIS décrit ce qu'elle appelle un cycle de guerre après la guerre. Même si ce cessez-le-feu tient, même si un accord est finalement conclu, les dynamiques structurelles, la Chine soutenant l'Iran, la Russie fournissant du renseignement, l'Amérique essayant d'utiliser la pression économique pour forcer la conformité, ne disparaissent pas avec un accord signé. Elles passent sous terre et continuent sous une autre forme. L'analyse de Blitz a décrit 3 scénarios pour l'avenir du cessez-le-feu. Le premier est un véritable règlement négocié. Le deuxième est une instabilité gérée mais permanente, un cessez-le-feu qui existe techniquement mais continue d'être violé de manière ambiguë, comme le Liban est violé en ce moment avec des frappes israéliennes qui continuent alors que le cessez-le-feu est censé tenir. Et le troisième est l'effondrement, un seul incident, un drone incontrôlé, un navire qui franchit la mauvaise ligne, ou un transfert d'armes confirmé est devenu impossible à nier, qui relance tout. À l'heure actuelle, ces 3 scénarios sont simultanément possibles. Et le comportement de la Chine rend le 3e scénario plus probable qu'il ne le serait autrement. Parce que si les renseignements américains ont raison et que la Chine se prépare à livrer des systèmes de défense aérienne à l'Iran, et si ces systèmes rendent plus difficile pour l'Amérique de faire respecter le blocus, et si une confrontation se produit impliquant des armes fournies par la Chine, c'est le genre d'incident qui ne reste pas contenu. Laissez-moi donner un élément d'information supplémentaire qui, selon moi, résume mieux que toute autre chose où nous en sommes maintenant. Le gouvernement iranien a estimé les dommages de guerre à 270 milliards de dollars. C'est ce que la guerre a coûté jusqu'ici à l'Iran en destruction physique. C'est un chiffre qui nous dit quelque chose d'important sur l'état d'esprit de l'Iran avant le 2e cycle de pourparlers. Un pays qui a absorbé 270 milliards de dollars de dommages ne négocie pas dans une position confortable, mais il ne négocie pas non plus dans une position désespérée. L'Iran contrôle encore le péage d'Ormuz. Les navires iraniens circulent encore dans ce qui est censé être un blocus américain parce que ce blocus a des limites juridiques et pratiques qui rendent son application complète extraordinairement complexe. Et l'Iran a la Chine derrière lui d'une manière que l'Amérique ne peut pas affronter pleinement sans faire exploser sa propre relation stratégique avec Pékin. Voici à quoi, selon moi, ressemble réellement la prochaine phase. Et je veux être clair, il s'agit d'une analyse, pas d'une prédiction, parce que personne ne sait exactement comment cela va se résoudre. Le 2e cycle de pourparlers aura probablement lieu avant l'expiration du cessez-le-feu. Le Pakistan se dépêche de le mettre en place. La Turquie travaille à combler les écarts. Les 2 camps communiquent encore par des canaux discrets.
Le lieu n'est pas confirmé, mais Genève et Islamabad sont tous deux discutés. La question n'est pas de savoir si les pourparlers auront lieu. La question est de savoir si les négociateurs qui se présenteront au deuxième cycle auront plus d'autorité que ceux qui étaient à Islamabad. Parce que Vance lui-même a dit que l'équipe iranienne à Islamabad était incapable de conclure un accord. Elle avait besoin de l'approbation d'autres personnes à Téhéran, ce qui signifie que les gens qui détiennent réellement le pouvoir de décision n'étaient pas dans la salle. Si cela ne change pas pour le deuxième cycle, on obtient 20 et 1 heure de plus et le même résultat. Et la Chine surveillera chaque instant, parce que le résultat optimal pour la Chine dans toute cette guerre n'est pas une victoire iranienne. Ce n'est pas une victoire américaine. C'est une situation prolongée et ambiguë dans laquelle l'Amérique est immobilisée, les prix du pétrole restent suffisamment élevés pour profiter à la Russie et créer un levier pour la Chine. La crédibilité américaine continue de s'éroder dans le sud global et la Chine se positionne comme la partie responsable qui a gardé les canaux ouverts, maintenu les navires en mouvement et gardé les deux camps en discussion tout en s'assurant discrètement que l'Iran survive assez longtemps pour rester utile. Voilà ce que le cessez-le-feu est devenu. Pas un processus de paix, pas un prélude à la guerre, quelque chose entre les deux, une pause gérée, dangereuse, stratégiquement contestée, dans laquelle la Chine détient plus de cartes qu'elle ne l'admet. La question à laquelle je reviens sans cesse est celle-ci. Si le cessez-le-feu s'effondre, si les bombes recommencent à tomber, qui a le plus à perdre ? L'Amérique fait face à des élections de mi-mandat l'an prochain. Les prix du pétrole au-dessus de $100 se font déjà sentir dans le prix de l'essence, les coûts agricoles et les budgets mensuels. Goldman Sachs affirme que le choc pétrolier réduit la croissance de l'emploi américain de 10 000 postes par mois. L'Iran a absorbé 270 milliards de dollars de dommages et tient encore debout. La Russie gagne un demi-milliard de dollars par jour en revenus pétroliers supplémentaires. Et la Chine a 38 millions de barils de pétrole iranien stationnés en sécurité au large de ses côtes, dans la mer Jaune, prépositionnée avant le début du blocus intouchable. Alors dites-moi pour qui le cessez-le-feu fonctionne, et dites-moi pourquoi l'un de ces trois pays se précipiterait pour y mettre fin aux conditions de l'Amérique. Voilà la transformation dont je parle. Le cessez-le-feu annoncé comme un soulagement est devenu un outil. La Chine est au centre de cet outil. Et les prochains jours, quoi qu'il arrive dans le deuxième cycle de pourparlers, quoi que la Chine décide au sujet du transfert d'armes, quoi que fasse l'Iran lorsque le compte à rebours arrivera à son terme, détermineront si cela reste une pause gérée et dangereuse ou si cela devient quelque chose de bien pire. Laissez-moi ajouter une couche supplémentaire que je crois essentielle et qui a été presque complètement absente de la couverture médiatique. Il y a un détail précis dans le rapport de renseignement de CNN sur les préparatifs d'armement de la Chine auquel je veux revenir parce qu'il nous dit quelque chose d'important sur l'architecture de ce que fait la Chine, au-delà de la question immédiate de savoir si les Manpads seront livrés. Le rapport dit que la Chine travaille à faire transiter les expéditions par des pays tiers pour masquer leur véritable origine. Pensez à ce que cela signifie sur le plan opérationnel. La Chine ne se demande pas seulement si elle doit aider l'Iran, la Chine a déjà décidé. Elle a décidé d'aider l'Iran et elle a décidé de le faire d'une manière qui préserve la dénégation plausible. Le passage par des pays tiers n'est pas une précaution, c'est la stratégie. La Chine veut pouvoir regarder l'Amérique et dire, comme son porte-parole du ministère des Affaires étrangères l'a déjà dit, que ces informations sont complètement fabriquées. Et la Chine veut rendre cette dénégation suffisamment crédible pour que l'Amérique ne puisse pas prouver définitivement le contraire sans divulguer des renseignements, ce qui créerait sa propre crise diplomatique. C'est sophistiqué. C'est le même manuel que la Russie a utilisé pendant des mois avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, en fournissant du soutien de manière niable, progressive et conçue pour rester sous le seuil d'une confrontation définitive. Et cela fonctionne de la même manière. L'Amérique sait. L'Amérique ne peut pas tout prouver publiquement. L'Amérique est contrainte par son propre sommet à venir avec Xi Jinping à Pékin le 14 mai. C'est la partie gênante de la politique des grandes puissances. Parfois, l'homme le plus bruyant dans la pièce doit quand même chuchoter quand la facture arrive.
L'analyse de l'Atlantic Council, plus tôt dans la guerre, a soulevé un point qui, selon moi, est maintenant confirmé en temps réel. Elle disait que la Chine travaille à réduire sa dépendance au pétrole du Moyen-Orient grâce à l'électrification et aux énergies alternatives, et que la Chine est donc moins vulnérable à une perturbation prolongée d'Ormuz que la plupart des observateurs ne le réalisent. La Chine possède 1 milliard de barils de réserves pétrolières. Elle a augmenté ses importations de 6% en janvier et février avant le début de la guerre, précisément parce qu'elle anticipait cette perturbation. Elle a 38 millions de barils de brut iraniens sur des navires dans la mer Jaune en ce moment, prépositionnés, en sécurité, hors d'atteinte de tout blocus. La Chine avait prévu cette éventualité longtemps avant que la première bombe américaine tombe le 28 février. Donc lorsque des gens disent que la Chine subit la pression du blocus, que la Chine finira par pousser l'Iran plus fort parce qu'elle a besoin que le détroit d'Ormuz rouvre, cette affirmation doit être évaluée face à ces chiffres. La Chine s'est préparée à cela. La Chine a des réserves. La Chine a d'autres fournisseurs. La Russie est maintenant le principal fournisseur de pétrole de la Chine et a augmenté ses exportations de 320 000 barils par jour rien qu'en mars. La Chine n'est pas désespérée. Et un pays qui n'est pas désespéré ne négocie pas dans le désespoir. Ce que cela signifie pour la transformation du cessez-le-feu est direct mais troublant. Le cessez-le-feu est utilisé par tous les acteurs, sauf l'Amérique, pour améliorer leur position en vue de ce qui vient ensuite. L'Iran l'utilise pour reconstituer ses armes avec l'aide de la Chine. La Russie utilise les prix élevés du pétrole pour reconstruire son budget et financer sa guerre en Ukraine. La Chine utilise cette pause pour renforcer sa position de médiatrice indispensable tout en s'assurant discrètement que l'Iran survive. L'Amérique l'utilise pour essayer de négocier un accord que l'autre camp a des raisons structurelles de ne pas accepter aux conditions américaines, l'asymétrie de ce que chaque camp fait de cette pause est ce qui rend cette phase dangereuse. Un cessez-le-feu où toutes les parties utilisent le répit pour améliorer leur position militaire et stratégique n'est pas un cessez-le-feu qui avance vers la paix. C'est un cessez-le-feu qui avance vers la prochaine phase du conflit, simplement mené autrement. Pas nécessairement avec des missiles et des drones, mais avec les prix du pétrole, les transferts d'armes, le positionnement diplomatique, la pression économique et l'érosion lente de la crédibilité de celui qui cligne des yeux en premier. En ce moment, l'Amérique cligne beaucoup des yeux. Le blocus a été annoncé comme total et absolu. Des navires l'ont déjà traversé. Les propres alliés de l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et l'Union européenne ont refusé de s'y joindre. Le président de l'International Chamber of Shipping l'a qualifié de pas en arrière. L'IEA a déclaré que la guerre avait provoqué la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Et le secrétaire général de l'ONU a dit qu'il n'y avait pas de solution militaire. Pour une politique annoncée avec une certitude trumpienne, elle réussit remarquablement bien à ressembler à de l'improvisation. Rien de tout cela ne signifie que l'Amérique perd. Cela signifie que la situation est réellement non résolue d'une manière avec laquelle la plupart des gens ne sont pas à l'aise. Nous voulons un gagnant et un perdant. Nous voulons un résultat clair. Celui-ci n'en a pas encore. Ce qu'il a, c'est une transformation dangereuse qui se poursuit encore en temps réel avec la Chine au centre et avec les décisions des prochaines 72 heures susceptibles de déterminer lequel de ces trois scénarios, règlement, instabilité gérée ou effondrement, se matérialisera réellement. Il y a un dernier point qu'il faut ajouter. Un chercheur principal du Carnegie Russia Eurasia Center a utilisé une formule à propos de la position de la Russie dans cette guerre, et je continue d'y penser aussi dans le contexte de la Chine. Il a dit que Poutine était essentiellement en train de mettre son pays en gage pour financer la guerre en Ukraine avant le début de ce conflit. Et maintenant, il n'a plus besoin de le faire. La guerre en Iran a réparé le budget de la Russie. Appliquez ce cadre à la Chine. Avant le 28 février, la Chine était dans une guerre commerciale avec l'Amérique. Droits de douane, restrictions technologiques, pression sur les entreprises chinoises, la relation était sous forte tension. Et maintenant, la Chine est la médiatrice indispensable. La Chine est le pays qui a aidé à arrêter la guerre. La Chine est le pays qui possède le levier sur l'Iran dont l'Amérique a besoin. La Chine est le pays qui accueille des dirigeants mondiaux à Pékin cette semaine, les Émirats arabes unis, l'Espagne, le Vietnam et la Russie
Pendant ce temps, l'Amérique gère un blocus auquel ses propres alliés refusent de participer. La position de la Chine dans le monde s'est énormément renforcée et elle l'a fait sans tirer un seul coup de feu ni prendre officiellement parti. C'est la partie remarquable. Un conflit lancé par d'autres a fini par élargir l'influence de Pékin. Le cessez-le-feu n'a pas seulement suspendu les combats, il a remodelé le paysage stratégique. Et dans ce nouveau paysage, la Chine occupe maintenant la position centrale. Voilà ce que je veux dire quand je dis que la Chine se trouve au centre de ce que ce conflit est en train de devenir. Pas parce que Pékin a causé la guerre, pas parce qu'il a orchestré chaque développement, mais parce qu'il a été le bénéficiaire le plus évident de l'évolution de cette guerre. Trump voulait du levier, mais le plateau ressemble maintenant moins à une table de négociation qu'à un échiquier où Pékin a discrètement déplacé 3 pièces pendant que Washington expliquait encore les règles.